Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant de problématiques liées à la jeunesse, vous le savez un petit peu, aujourd'hui sur le continent, plusieurs joutes électorales auront lieu, et en l'occurrence la présidentielle de septembre prochain au Gabon, ou encore en décembre prochain en République démocratique du Congo, évidemment au Sénégal, prévu pour février prochain. Lors de ces élections, évidemment, la jeunesse, qui représente l'avenir de demain, aura un rôle crucial à jouer. Mais avant, évidemment, de jouer leur partition, on va peut-être revenir un peu sur les droits et devoirs civiques de cette jeunesse africaine. On en parle en première partie d'émission avec les invités du jour. Et en deuxième et dernière partie d'émission, pas très loin de la première partie, nous allons évidemment aborder l'impact, sinon le rôle de la jeunesse dans la résolution des conflits électoraux. Les éléments de réponse, évidemment, en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit évidemment d'un habitué du plateau Génération News, Edwin, étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'émission Génération News. Merci Régis. Un autre habitué de cette émission, Chris Baker. Vous êtes étudiant en relations, en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis. Et nous allons terminer cette phase de présentation avec un nouveau, que nous souhaitons évidemment la bienvenue sur ce plateau de Génération News. Il s'agit de notre ami Daryl. Vous êtes ingénieur en cybersécurité et analyse data. Merci évidemment d'être des nôtres sur ce plateau de Génération News. Merci Régis. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Chris Baker, je me tourne vers toi. Je le disais dans mon introduction, nous allons, lors de cette première partie, aborder un petit peu ce qui concerne les devoirs et les droits civiques des jeunes lors des joutes électorales. Mais avant, quelle analyse fais-tu aujourd'hui un petit peu de la participation de la jeunesse sur le continent lors évidemment des élections présidentielles? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Régis. Merci encore pour cette invitation dans cette belle émission. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ce magnifique plateau. Un plaisir partagé, mon cher Baker. Alors, pour ce qui concerne le taux de participation de la jeunesse dans les joutes électorales sur le continent africain aujourd'hui, personnellement, en tant qu'étudiant en sciences politiques et relations internationales, je fais un constat un tout petit peu amer parce que on se rend compte que la jeunesse se désintéresse un peu plus de la question électorale, de la question politique. Et pour moi, c'est une erreur assez grande de la part de la jeunesse que de se désintéresser de la question électorale. Ouais. Car c'est en participant à l'élection que ces jeunes peuvent influencer leurs choix, que les jeunes peuvent influencer leurs ambitions, leurs visions de l'Afrique de demain. Aujourd'hui, le constat, il est avéré de tous. On se rend compte que les jeunes ne veulent plus y aller. Peut-être tout au long de cette émission, on va un peu comprendre pourquoi. Évidemment, on reviendra, oui, évidemment, on va épiloguer tout au long de cette émission sur cette problématique-là, le refus, comprendre pourquoi, évidemment, cette jeunesse, on a l'impression qu'elle n'est plus impliquée dans tout ce qui concerne le processus électoral. Edwin, tout à l'heure, on a parlé vraiment d'une jeunesse un petit peu absente, mais revenons un peu sur les droits et devoirs, les droits et devoirs civiques de cette jeunesse-là. Quels sont justement ces droits et ces devoirs civiques de cette jeunesse africaine aujourd'hui? C'est comme partout ailleurs. Il faut savoir que lorsqu'on parle des droits, on parle des autorisations ou tout ce qui est permis. Et des devoirs, comme c'est des obligations. Donc les droits, c'est le droit de participer à une élection, c'est le droit au vote, c'est le droit de prendre part à certaines discussions. Et lorsqu'on parle des devoirs, on a par exemple reverser les impôts, respecter la loi et la liste est longue. Donc, en grosso modo, c'est ça. D'accord. Revenons effectivement, il y a également sur le continent un processus qui a démarré, c'est le processus d'enrôlement. C'est-à-dire que évidemment des gens vont se faire enrôler pour figurer sur la liste électorale, enfin la liste pour pouvoir effectivement être éligible au vote. Quelle analyse faites-vous de ce processus-là quand on sait évidemment qu'on a encore une jeunesse qui malheureusement, on a l'impression qu'elle ne se sent pas concernée par ce processus-là, mon cher Edwin. Quelle regard avez-vous sur ce processus-là qui, malheureusement, ne concerne pas beaucoup de jeunes?
Je pense que Chris Baker a si bien planté le décor que je ne sais pas si je pourrais amener un dépassement. Mais il faut dire que le constat, il est là. C'est que le jeune est désintéressé de la chose politique. Comme tu le dis, on est en période d'enrôlement, on se rend compte qu'il n'y a pas assez d'engouement. Alors que c'est cette jeunesse-là qui est censée être même, on va dire, en avant. Parce que c'est à elle de désigner qui va présider aux destinées de son pays ou de sa circonscription. Mais le constat est là, on est désintéressé. Maintenant, après, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Et en se posant la question, on peut avoir une réponse assez simple. C'est que les jeunes ne se retrouvent plus en certains dirigeants. C'est-à-dire, ils ont porté certains dirigeants à des postes qui, malheureusement, lorsqu'ils accèdent à ces postes-là, ne respectent pas leur part du contrat, tout simplement. Et du coup, ils se disent que à quoi ça sert à chaque fois d'aller prendre part à une échéance. On a l'impression qu'il y a un éternel recommencement, c'est-à-dire qu'on y va, mais les résultats... on se désintéresse et malheureusement... Est-ce que c'est la cause par excellence, évidemment, mon cher Daryl, c'est l'une des causes, mais est-ce que c'est la cause par excellence? Est-ce que le manque d'information de la part de cette jeunesse-là peut également constituer l'un des motifs du rejet, on a envie de le dire, parce que c'est le constat de ces jeunes-là à la participation au processus électoral? Merci Régis. Par rapport à ta question, je pense que le manque d'information est la partie la plus difficile dans le processus d'enrôlement. Car les jeunes sont à 60% connectés sur les plateformes telles que les réseaux sociaux. Donc, il serait intéressant d'avoir des mécanismes, donc des plateformes sur lesquelles les jeunes peuvent s'exprimer et où ils auront des informations en temps réel et des informations aussi fiables. Parce que de nos jours, les informations, comme elles ne sont pas avérées, elles sont soit déformées. Quand le jeune reçoit ces informations, il n'a pas ce temps de pouvoir synthétiser le vrai du faux. Donc il aurait été aussi intéressant de faire évoluer le processus d'enrôlement. Ça, c'est dans les perspectives d'évolution par rapport à l'enrôlement. Mais je pense que c'est l'acquisition de l'information qui est la partie la plus difficile pour les jeunes. Et comme Edwin l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que les jeunes ont des difficultés à aller vers l'information. Les jeunes ne connaissent pas quels sont leurs devoirs, quels sont leurs droits aussi. Ouais, mais la faute à qui à ce niveau-là? Est-ce que la faute à la jeunesse ou bien on a l'impression que nos aînés ont manqué à leurs obligations? Oui, c'est question, c'est que le contrat, comme Edwin l'a si bien mentionné, le contrat n'a pas été respecté quand la personne qu'on a voté arrive directement à la présidence. Donc, comme les engagements ne sont pas tenus, il est difficile pour cette jeunesse de pouvoir continuer à s'exprimer aussi librement. Elle se dit que peu importe qu'elle fasse le processus ou qu'elle ne le fasse pas, le résultat sera le même. Oui, mais ça c'est un fait, mon cher, le long de t'interrompre, mon cher Dari. Alors ça c'est un fait, le fait d'aller dans un vote sanction, dans le sens où effectivement je ne me retrouve pas dans la politique qui a été mise en place, ça c'est un fait. L'autre point, vous avez parlé de manque d'information. Est-ce que ce manque d'information, évidemment qu'à l'école on nous enseigne un peu, Chris Baker, on nous parle de nos droits, nos devoirs civiques, mais est-ce qu'aujourd'hui cette jeunesse-là, avec l'observation que vous avez, mon cher Baker, est-ce que cette jeunesse-là est consciente de l'enjeu, est consciente en fait de ses devoirs et ses droits civiques? Alors, parler de manque d'information, je dirais malheureusement non. D'accord. Parce qu'au regard de toutes les organisations étatiques et gouvernementales aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tous les moyens mis en place pour informer la jeunesse, pour informer la population sur les processus électoraux et autres. Et vous l'avez même si bien dit tout à l'heure, si nous repartons quelques années en arrière, nous allons voir que même depuis le primaire, il y a déjà un programme pédagogique qui nous instruit, qui nous enseigne sur... C'était l'éducation civique. Voilà, qui nous enseigne sur nos devoirs et nos droits. Et on pouvait même dire très souvent, si j'emprunte un peu le langage de certains de nos enseignants, ils nous disaient souvent que les devoirs de l'État vis-à-vis du peuple sont les droits du peuple. Et
les droits du peuple sont les obligations, sinon les devoirs de l'État vis-à-vis de, et vice-versa. C'est-à-dire, autant nous avons les droits que nous attendons de l'État, autant nous avons les devoirs vis-à-vis de cet État. C'est pourquoi je dis que l'information, quand même, elle est déjà assez répandue. Mais le constat fait d'une analyse purement scientifique, on peut simplement parler d'un refus volontaire de participer à la chose politique. Et M. Edwin pouvait le dire tout à l'heure, qu'il a essayé d'évoquer certaines raisons, hein, que certainement c'est dû à un découragement parce que nous avons posé une certaine confiance sur une quelconque personnalité. Et après, on se rend compte que les résultats escomptés ne sont pas ceux-là. Mais je dirais mieux que c'est une erreur de la part de cette jeunesse aujourd'hui que de dire que hier, j'ai fait confiance, comme les résultats ne suivent pas, je vais m'abstenir. C'est une erreur assez gravissime parce que si on considère un peu le processus de l'enrôlement, c'est quoi? C'est peut-être là où nous devrons en venir. Le citoyen, le jeune doit comprendre que l'enrôlement, c'est le premier pas, le premier processus à la citoyenneté. Aujourd'hui, un jeune qui refuse de se faire enrôler, c'est un jeune qui a refusé de contribuer à la vie politique de son pays. Car si nous avons des ambitions politiques, si demain nous voulons être candidats à une élection quelconque, on ne peut être candidat si l'on n'est pas enrôlé sur une liste électorale. Ce qui fait que systématiquement, le fait de ne pas me faire enrôler, je m'écarte déjà d'une course électorale quelconque. Et là, c'est un premier péché. Et là, c'est une première faute. Et je vais chuter par là pour laisser la parole aux autres. On dit chez nous en politique, la politique, soit tu l'as fait, soit tu l'as subi. Et il est mieux pour tout citoyen de faire la politique que de la subir. Parce que subir la politique, c'est vivre la volonté des autres hommes, même si elle ne nous concerne pas, même si elle ne nous plaît pas. Exactement. Je pense que c'est bien résumé, hein, mon cher Baker. Edwin, je me tourne vers toi pour rebondir un petit peu sur ce que notre ami Baker vient de souligner. On parle de ce refus-là de l'enrôlement, donc le fait de participer, hein, de jouir de sa citoyenneté, hein, mon cher Baker. Beaucoup de jeunes, malheureusement, n'ont pas participé à ce processus ou ne participent pas à ce processus sur le continent. Je l'ai annoncé, il y a plusieurs élections présidentielles qui sont attendues sur le continent et cette jeunesse, évidemment, aura son rôle à jouer. Sur un plan purement juridique, hein, évidemment, avec vos connaissances, quelles peuvent être les conséquences de ce refus de cette jeunesse-là de participer à l'enrôlement, de se enrôler, mais surtout de faire briller cette citoyenneté? C'est comme Chris Baker l'a dit, hein, la politique, soit on l'a fait, soit on l'a subi. Donc sur un plan juridique aussi, on l'a subi. Parce que lorsqu'on décide de s'abstenir, de participer à une élection, on n'a pas le droit de contester. Sur quelle base on va contester, vu qu'on n'a pas pris part à cette élection-là? Donc, on a des gens qui disent « moi, je ne vais pas me faire enrôler, moi, je ne vais pas voter ». Mais une fois un candidat accède à la magistrature suprême, c'est les mêmes qui descendent dans les rues pour contester, pour casser. Mais sur quelle base? Alors que si on prend part à l'élection, on a suffisamment d'outils pour nous permettre d'initier certaines actions. Par exemple, lorsqu'on est dans un parti, le plus souvent, qu'est-ce qui se passe lors des échéances électorales? C'est que les partis délèguent dans chaque lieu de vote des représentants. Ces représentants-là sont là pour veiller à ce que l'élection se déroule comme il se doit. Et s'ils constatent qu'il y a des irrégularités, c'est à eux, via un document juridique, on peut l'appeler ainsi, qui est le PV, constater tout ce qu'il y a eu comme irrégularité. C'est sur la base de ce PV qu'ils pourront intenter des actions devant qui de droit. Mais entre-temps, pour des gens qui n'ont pas pris part à cette échéance-là, sur quelle base ils vont contester? Avec quoi? Donc c'est un peu ça, les risques ou ce qu'il en est en termes juridiques. Daryl, Edwin vous voulez rebondir sur l'argumentaire d'Edwin? Oui. D'accord, je vous laisse rebondir. Je disais que par rapport à ce que Edwin a souligné,
il est vrai que, pendant les votes, dans les bureaux de vote, il y a des représentants de l'opposition comme de la majorité. Cette année, j'ai ouï dire que certains pays ont envoyé des représentants pour édifier les jeunes sur le processus électoral. Donc, ce sont des informations que certaines personnes, les personnes lambda, n'avaient pas. Donc, si à cette période précise, ils avaient une posture, on peut comprendre qu'ils aient une posture d'abstention par rapport à ce genre de choses. Parce qu'ils n'ont pas l'information. Et qui va à la quête de l'information, ce sont les mêmes personnes qui savent déjà comment cela se passe. C'est pour ça que je disais que l'information n'arrive pas réellement aux personnes à quelles elle doit être destinée. Est-ce que c'est pas inquiétant un petit peu, mon cher Daryl? C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui visiblement ne maîtrise pas ses droits et ses devoirs civiques. Est-ce que c'est pas inquiétant un petit peu pour la suite? Est-ce qu'on n'a pas une génération qui est un petit peu éteinte par rapport justement à tout ce qu'on observe et par rapport à ce processus-là, ce point qui est très intéressant? Chris Becker parlait de mettre en lumière sa citoyenneté, mais si on a une jeunesse qui malheureusement, même le terme citoyenneté n'a pas une bonne définition n'a pas bonne presse auprès de ces jeunes-là, est-ce qu'on n'est pas en droit de s'inquiéter aujourd'hui, mon cher Daryl? Si, tout à fait. On est en droit de s'inquiéter car les jeunes de nos jours se désintéressent de la politique, ça c'est un fait. Ils se désintéressent de la politique car ils ont eu maintes et maintes fois des retours et ils ne sont pas allés tâter du doigt. Ils n'ont pas eu... C'est difficile de nos jours de voir quelle est la portée de ton impact en politique pour chacun d'entre nous. Que ce soit dans les législatives, les municipales, peu importe, c'est difficile. Et ces personnes, si elles n'ont pas connu peut-être la vie associative, elles ne seront pas aptes ou elles ne seront pas amenées à pouvoir faire de la politique. C'est ceux qui ont des proches en politique qui ont tendance à aller encore en politique. Soit tu es amené par la force des choses, soit tu vis dans l'environnement politique. C'est assez difficile pour une tierce personne de pouvoir rentrer en politique. Et comme l'a souligné Chris Becker, c'est soit tu fais la politique, soit tu l'as subi. Si ça vient de toi, il faut la déposer parce que elle n'est pas mal. Je me tourne vers toi, mon cher Becker, sauf si tu veux rebondir sur... Mais avant de laisser rebondir sur l'argumentaire de Daryl, moi j'ai une question parce que tout à l'heure on parlait évidemment des partis politiques, c'est Edwin qui a souligné ce point. Comment aujourd'hui ces partis politiques peuvent justement insérer les jeunes dans la mise en place des stratégies politiques pour pousser effectivement cette jeunesse-là aller vers le vote, aller vers l'enregistrement pour le processus électoral. Et en termes de conséquences aussi, parce que la question, je te la pose, quand on voit aujourd'hui, par exemple, qu'on a une jeunesse qui malheureusement, alors j'aime pas utiliser ce terme, mais de ce qu'on voit, de ce qu'on observe, c'est le cas, une jeunesse qui se laisse manipuler par certains grands hommes politiques et tout le reste. Dans certains pays sur le continent, on a réussi à transformer un devoir civique et le vote, on a réussi à monnayer, parce qu'aujourd'hui, pour demander aux jeunes d'aller voter, il faut le petit billet à côté. Est-ce que tout ça aussi, ça ne vient pas un petit peu, on va dire, brouiller cette bonne dynamique qui était déjà là, exactement, dénaturer un petit peu la notion de droit civique et de devoir civique chez le jeune? Alors, merci beaucoup, monsieur Régis. Merci également à monsieur Edwin, monsieur Daryl Ziraël. Je pense que tous, nous avons quand même pu identifier la racine même du problème. Nous savons aujourd'hui qu'il y a un véritable problème. C'est un problème de désintérêt total de la jeunesse vis-à-vis de la chose politique. Oui, mais au-delà du désintéressement, moi je suis d'accord sur le désintéressement, mais aussi le plan, moi sur le plan éducatif. Il ne faut pas l'oublier aussi, il y en a qui ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs civiques. C'est là où j'y arrive maintenant, parce que c'est bien pour ça que j'ai eu à mettre cette base. D'accord. Bon, moi je vous laisse poursuivre. Vous avez mentionné les partis politiques. Avant d'aborder le rôle que devrait ou que doit jouer les partis politiques dans l'éducation des jeunes en ce qui concerne leur citoyenneté, il faudrait déjà que les jeunes aussi arrivent à faire ou sinon accepter qu'il existe une distinction entre le militantisme et
la participation à la vie citoyenne. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment écœurant de voir que lorsque tu dis à un jeune « allons te faire enrôler », il va te dire « non, je ne vais pas venir pour vos histoires des partis tels, des histoires des partis X ». Ça n'a rien à voir, l'enrôlement n'a rien à voir avec le militantisme, l'enrôlement n'a rien à voir avec une action partisane. C'est une action totalement citoyenne. Maintenant, quel rôle joueraient les partis politiques? Les partis politiques sont ses collaborateurs, sont ses alliés des gouvernants. C'est pourquoi on dit que tout le monde se devrait de s'intéresser dans la question politique à travers les partis politiques, parce que les partis politiques sont là pour initier, par exemple, ces rencontres comme celle-là. Il faudrait que les partis politiques multiplient les rencontres d'édification, parce que le parti a ce devoir également d'enseigner, d'instruire. Les partis politiques sont là pour proposer, les partis politiques sont là pour aider. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, on voit les partis politiques simplement comme étant des hommes ou sinon des organes mis en place pour orchestrer les guéguerres dans un État, X contre Y. Or, on devrait avoir des idées, des opinions émanantes de différents horizons, toutes convergeant pour le bien, le développement d'un pays X, d'un gouvernement X. Donc le parti politique aujourd'hui, il doit certainement intervenir s'il estime que l'État a raté quelque part, s'il estime que les constitutionnalistes ont raté quelque part, s'il estime que les garants du droit font preuve de laxisme, ils doivent eux également jouer le rôle second, celui d'instruire, aller chercher les textes de la Constitution. Plus que les partis sont plus proches de la population, ce sont eux qui doivent aller prendre les informations que Israël, depuis le début, ne fait que dire qu'elles sont méconnues de tous. Ça aussi, c'est le rôle du parti, prendre ces informations, prendre ces enseignements, aller vers la population, aller vers le peuple, parce que nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas mieux qu'un parti politique pour aller toucher le citoyen le plus lambda, celui-là qui reste même dans les zones les plus rurales. Et celui qui a besoin effectivement d'informations aussi. Daryl, je me tourne vers toi, tu es dans le domaine de la cybersécurité. Tout à l'heure, tu as abordé un point en parlant des réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, nous sommes avec une génération Z. Et une génération Z, quand on parle de Z, on va le zapping. C'est une génération qui passe très vite à autre chose. Comment aujourd'hui, effectivement, les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle crucial dans le fait d'éduquer et d'informer, comme l'a souligné Chris Baker, cette génération qui a besoin d'outils pour valoriser ses devoirs et droits civiques, pour pousser justement à la citoyenneté. Comment aujourd'hui les réseaux sociaux peuvent jouer ce rôle-là? Merci Régis pour la parole. Les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent impacter sur la jeunesse en ayant des informations fiables. Parce que la plus grande difficulté sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir une information fiable. S'il y a une page Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe, qui donne que des informations fiables, les jeunes, ce sera un référent pour toute la jeunesse. Car de nos jours, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, peu importe de qui ça vient, les informations de fois ne sont pas fiables. Et c'est la plus grosse difficulté. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui les partis politiques sont également sur Internet? Enfin, sur les réseaux sociaux de façon générale. Parce que je rappelle également que au-delà d'être spécialiste des relations internationales, tu es également dans le domaine de créateur de contenu. Est-ce que tout ça aussi, ça joue quelque part? Oui, merci Régis. Moi, je n'avais pas encore envie de toucher là, mais je vais quand même toucher un peu là où ça fait touche depuis le début, vous voyez, on est tous d'accord que le jeune manque d'informations, que le jeune n'est pas informé. Mais est-ce qu'on s'est posé une seule question, celle de savoir où se trouve la responsabilité de la jeunesse dans son information, dans son éducation, dans son instruction? Parce que voyez-vous, aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître, les gouvernants ne manquent pas de mettre les moyens en place pour permettre à la jeunesse de s'instruire. Aujourd'hui, nous avons un pays, et permettez-moi de le prendre comme exemple parce que j'y suis et je me considère comme étant de ce pays, le Sénégal.
Le Sénégal aujourd'hui, c'est un pays où n'importe qui peut accéder à Internet. Ce sont les efforts des gouvernants. Mais que font les jeunes de cet outil qui pourrait être exploité au mieux? Malheureusement, quand on va aller sur les réseaux sociaux, c'est le divertissement. C'est plus pour tout et n'importe quoi, alors qu'on peut faire un autre usage encore plus éthique, plus digne, pour pouvoir contribuer au développement de notre Afrique. Et en parlant d'Afrique, justement, je suis obligé de t'interrompre, mon cher Becker, parce que nous arrivons au terme de cette première partie d'émission. On marque une courte pause. Évidemment, on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission, toujours en lien avec les présidentielles sur le continent et avec la jeunesse. Nous allons cette fois-ci parler un petit peu de l'impact, mon cher Edwin, et du rôle de cette jeunesse africaine dans la lutte contre les conflits électoraux. Comment aujourd'hui cette jeunesse peut évidemment apporter sa pierre à l'édifice? Comment? Et pour que cette jeunesse puisse apporter sa pierre à l'édifice, il faudrait d'abord qu'elle soit consciente des enjeux. Il faudrait qu'elle sache quel est son rôle. Et comme on l'a dit en première partie, qu'elle arrête de se désintéresser à la chose et de, j'ai envie de dire, se faire diriger par procuration. Non, il faut qu'elle soit partie prenante. Parce que c'est elle qui doit poser les bases sur lesquelles elle voudrait que nos représentants ou ses représentants puissent, on va dire, dérouler leur plan d'action. Est-ce que cette jeunesse aujourd'hui a les moyens pour? C'est surtout ça la question, parce que vouloir, c'en est une, mais de mettre en place évidemment ces mécanismes-là, c'en est une autre. Est-ce qu'aujourd'hui cette jeunesse arrive à jouir justement de ces dispositions-là? Mais bien sûr, on en a parlé dans la première partie. Je vais malheureusement revenir à chaque fois sur la première partie. Mais c'est comme on l'a dit en fait. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux. Il faut avoir une certaine utilisation des réseaux sociaux. Il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Il faut s'inspirer des autres. Il n'y a pas de honte à s'inspirer de ce qui est bien. Donc, on s'inspire des autres et on adapte à son environnement. C'est comme ça que cette jeunesse devrait réfléchir. C'est-à-dire, par rapport aux échéances, comment ça se passe chez les autres, comment les autres s'y prennent. Aujourd'hui, il y a plusieurs grands mouvements de jeunesse qui font le tour du monde, qui développent sur des thèmes assez intéressants. Donc cette jeunesse-là doit prendre conscience de son rôle en s'informant. Parce que sans information, malheureusement, on ne peut rien dans ce monde. Exactement. Et sans formation, on ne peut pas informer également, évidemment. Oui, Daryl? Je disais que par rapport à la réponse d'Edwin, il faut savoir que l'Afrique représente à peu près 70% de jeunes. Et elle est jeune à 70%. Donc, et dans les 70%, on a plus de la moitié qui sont au chômage. Donc les gens s'adonnent à leurs activités, ils se donnent à beaucoup de choses. Et c'est assez difficile pour eux de se dire, comme ils sont dans cet état, de facilement sortir de cette zone-là. Oui, mais est-ce que du coup, s'ils ne font pas des efforts, parce que moi je reviens encore sur la problématique, enfin la phrase de Becker, si tu ne fais pas de la politique, tu vas la subir. Tu la subis. L'affaire, c'est aussi participer, comme l'a souligné Edwin, au processus électoral, d'être en tête aussi, de dire, bah, écoutez, nous les jeunes, voilà ce qu'on propose effectivement pour que l'avenir de demain, parce qu'on dit de la jeunesse que c'est l'avenir de demain, et cet avenir soit au moins, on va dire, protégé et tout le reste. Malheureusement, on n'a pas ce mécanisme-là, on n'a pas cette volonté de la part de la jeunesse, parce que vous l'avez souligné, un peu embarqué dans d'autres points qui malheureusement ne participent pas à l'éclosion d'une jeunesse consciente aujourd'hui sur le continent. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait justement de rester dans ce cercle un petit peu vicieux que tu viens de décrire, mon cher Daryl, est-ce que ça ne fait pas que, on va dire, emprisonner cette jeunesse-là, et ce qui fait qu'en fait, on n'aura pas effectivement une jeunesse qui va vouloir proposer, mais qui va plutôt être dans la dénonciation et non dans la proposition? Si, tout à fait. Et je suis d'accord avec toi, mon très cher Régis. Mais le problème de la jeunesse, c'est qu'elle est embarquée dans un cercle vicieux, comme tu l'as dit, et elle subit déjà les choix des politiques. D'accord. Donc pour elle, c'est assez difficile pour elle de pouvoir s'extirper de ce jour-là et de pouvoir faire des propositions. Mais il y a cette autre jeunesse aussi qui a les capacités, qui a cette compréhension, qui devrait essayer de rassembler
la jeunesse je vais qualifier. Jeunesse consciente, hein, voilà. C'est l'utilisation, l'expression utilisée oui, pardon, cette jeunesse consciente doit tirer l'autre partie pour essayer pour l'amener vers le haut et faire des propositions qui sied à ceux qui sont au chômage, ceux qui ont des problématiques dans les bas quartiers, qui ont des vrais problèmes. Parce que le problème du jeune conscient, ce n'est pas les problématiques du jeune qui est dans les bas quartiers. Ouais. Parce que lui, sa problématique, c'est manger, avoir les produits de première nécessité. Le jeune conscient qui travaille aussi, lui, il a des perspectives d'avenir. Il réfléchit comment faire évoluer son pays, comment faire... Vous voyez que les choix ne sont pas les mêmes. Ouais. Et comment faire évoluer son pays. On aura le temps de revenir là-dessus, mon cher Daryl. Baker, évidemment, on parle d'une jeunesse. On parle surtout de l'impact de cette jeunesse-là face aux conflits électoraux. Est-ce que cet impact, déjà, là, toi, mon cher Baker, tu l'observes déjà aujourd'hui? Il y a eu des conflits un peu sur le continent. Malheureusement, il faut le souligner. Il y a la Guinée avec le coup d'État. Il y a eu également le Mali, encore le Burkina Faso, ou encore la Côte d'Ivoire également. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pu percevoir ce rôle majeur de cette jeunesse africaine dans la résolution effectivement de ces conflits-là? Malheureusement, Monsieur Régis, comme nous pouvons tous le constater, aujourd'hui, les conflits électoraux sont devenus une tendance sur le continent africain. Et là, quel est l'impact ou quel est le rôle que joue la jeunesse dans ces conflits? On se rend compte qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui est peu consciente, qui ignore ses capacités, qui ignore sa force à pouvoir même sortir l'Afrique de cette tendance qui ne nous honore pas du tout. Alors, le premier pas, aujourd'hui, il faudrait que nous entamions un processus de conscientisation de la jeunesse. Et il faudrait que la jeunesse sorte de cette position de victimisation pour prendre une position de responsabilisation. Parce qu'aujourd'hui, on a plus tendance à voir une jeunesse qui passe le temps à se lamenter. Mon mal, mon malheur, mon échec, c'est toujours Pierre, c'est toujours Paul, c'est toujours Jacques. Mais jamais la jeunesse ne s'interroge pour dire quel est mon rôle. Et c'est quand la jeunesse sera consciente de ce rôle que je pense qu'on va entamer un grand pas. Parce que pour toi, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, quel est le rôle que la jeunesse joue? La jeunesse joue un rôle d'instrument. Mais le jeune doit savoir que son rôle n'est pas de casser. Son rôle n'est pas d'aider un quelconque individu à accéder au pouvoir à toute fin utile. Le jeune, son rôle, quand un jeune, il va, par exemple, brûler une faculté, là où il est censé s'instruire, une faculté qui est censée être un temple de savoir, quelle est la contribution de la jeunesse dans la résolution de conflits. Enfin, on a l'impression que, si je vous suis, que cette jeunesse, malheureusement, se trompe de combat, en fait. Cette jeunesse, aujourd'hui, joue un mauvais rôle jusqu'à preuve de contraire. Et c'est là où je parlais de conscientisation. Il faudrait que le jeune se réinterroge et voit où se trouve son rôle et voit où se trouve véritablement sa mission dans la construction de l'Afrique, dans la résolution de conflits électoraux, parce que la jeunesse, comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau, est l'avenir de demain. Mais quel avenir? Un jeune qui casse, un jeune qui pille, un jeune qui aide à mettre en place les théories du chaos. Quel avenir pour cette Afrique? Évidemment, la question est très pertinente. J'ai envie de chuter maintenant, si vous pouvez me permettre. Vas-y. Ce que le jeune doit également comprendre aujourd'hui, ça je veux le dire à ceux-là qui l'ignorent, la théorie du chaos n'a jamais profité au peuple. La théorie du chaos ne va jamais profiter à la jeunesse. Elle va juste profiter à ces gourmands du pouvoir. Ils vont accéder au pouvoir et ce sera l'éternel recommencement. La jeunesse sera toujours surprise de constater que rien n'est jamais fait
pour elle. Évidemment, et c'est qui a, comme vous l'avez souligné peut-être en première partie d'émission, ce qui fait en sorte que beaucoup de jeunes ont tendance à se désintéresser de la politique. Mais revenons un petit peu sur la résolution du conflit. Vous l'avez dit, effectivement, la politique du chaos ne participe ni à cette jeunesse africaine. Effectivement, revenons un petit peu sur certains pans aussi, Edwin. Alors, l'Union africaine a mis en place évidemment un procédé qui donne la parole, un tremplin qui donne la parole à cette jeunesse africaine. Est-ce que ce genre d'initiative, c'est assez ou bien il va falloir encore multiplier ce genre d'initiative? Bon, c'est une initiative louable, mais après, c'est comme on l'a dit ici. Est-ce que les gens sont au fait de cette initiative-là? Parce que c'est ça aussi le problème de nos dirigeants. C'est-à-dire qu'on met souvent en place des mécanismes et on se limite là. On ne s'arrange pas à ce que ça soit divulgué pour que tout le monde puisse avoir accès. Ouais. Si moi, jeune, me retrouvais au fin fond de Ziguinchor ou je ne sais pas, de Tambacounda, l'Union africaine a mis en place cette résolution pour un temps soit peu à apaiser les choses. Je ne suis pas au fait de cette résolution-là. Comment je pourrais m'imprégner de cette dernière? Comment est-ce que je pourrais voir quels sont les biens fondés de cette dernière? Donc, il y a aussi ce problème-là le plus souvent. Parce qu'on met en place des stratégies, mais on ne les divulgue pas assez. Donc, les gens ne sont pas forcément au fait de ce qui se passe. Et malheureusement, ils prennent, comme Chris l'a dit, des chemins peu recommandables, tels que celui du chaos, malheureusement, qui n'arrange personne. Effectivement, qui n'arrange, mais vraiment pour le coup, personne. Daryl, moi, je viens à toi. On parle de la résolution des conflits sur le continent et le rôle et l'impact, évidemment, de cette jeunesse, la mobilisation de cette jeunesse africaine. On a parlé, on a eu à émettre quelques pistes, hein, quelques idées là sur ce plateau, mais concrètement, comment, effectivement, cette jeunesse peut s'organiser, parce que tout à l'heure tu l'as souligné, il y a une jeunesse consciente et d'autres qui ne l'est pas. Comment arriver à avoir une seule jeunesse consciente et quelles peuvent être les idées, les mécanismes qu'on peut mettre en place pour aller vers effectivement la résolution de conflits? On a l'impression que pendant des conflits sur le continent, cette jeunesse n'a pas droit à la parole. C'est le constat que nous avons de façon générale. Est-ce que cette jeunesse n'a pas droit à la parole ou bien cette jeunesse refuse de prendre la parole, mon cher, selon toi? D'accord. Selon moi, il faudrait montrer aux jeunes quel est leur impact. Ça veut dire, je veux dire par là que dès que les jeunes s'assemblent et veulent et prennent une décision sur un sujet, il faut que ce sujet soit réellement écouté. Même s'il n'est pas exécuté, il est écouté et entendu aux yeux de tous. Mais et comment arriver là? En créant des plateformes, en créant plusieurs plateformes comme l'Union africaine l'a déjà fait, en créant des plateformes dans chaque quartier. Comme ça, il y aura des représentants qui viendront parler avec leur manière, dans leur dialecte. Ils pourront s'exprimer de façon ouverte et sans avoir de problème, sans être poursuivis parce qu'ils ont fait sortir tel. En fait, l'objectif, c'est d'avoir une niche d'idées proposée par ces jeunes-là et ensuite. Tout à fait. D'accord. Et comme le Baker l'a bien mentionné tout à l'heure, la jeunesse est inconsciente, elle ne connaît pas son rôle. Enfin, une certaine partie de la jeunesse. Ce serait méchant pour nous de généraliser. Oui, la partie non consciente, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, elle devrait connaître son rôle, elle devrait connaître son impact. Mais au regard de la vie politique, la jeunesse ne voit pas quel est son rôle. Elle ne sait, même si la jeunesse a eu à voter, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi on met tel en place, on met tel ou tel. La jeunesse voudrait que quand elle décide, elle a un choix sur une problématique, cette décision soit réellement prise en compte. D'accord. Imaginez, il manque de l'eau peut-être à Tambacounda ou c'est pas à Kigali. Dans une localité, le jour qu'ils ont fait une pétition, ils ont fait un référendum si vous voulez. En un mois, on commence à vouloir installer, on commence à rencontrer les gens, le maire commence à dire qu'il va faire ça. Ils vont se rendre compte qu'ils sont importants aux yeux de tout le monde. Ouais, qu'ils ont joué un rôle. Ils ont joué un rôle, mais la jeunesse ici, comme Baker l'a signalé, elle est instrumentalisée. C'est pour le chaos, on chauffe la jeunesse parce qu'on n'est pas content sur une problématique, alors qu'il y a plusieurs
différents moyens d'arriver à nos finalités. Évidemment, le côté pacifique, prôner beaucoup plus le côté pacifique et non cette politique du chaos, soulignée par notre ami Baker. Baker, effectivement, je me tourne vers toi. Aujourd'hui, on parle de cette jeunesse, on parle de cette forme de représentation. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait aller un peu plus loin? C'est-à-dire, on parle de cette jeunesse qui, malheureusement, on a l'impression qu'elle n'a pas droit à la parole. C'est l'impression qu'on a, parce que quand on voit qu'il y a des conflits dans certains pays, la jeunesse est parfois un petit peu absente. Est-ce que le fait d'inclure, sinon de laisser cette jeunesse-là, par exemple au niveau de l'Assemblée nationale, il faudrait peut-être revoir un petit peu les lois pour laisser beaucoup plus des jeunes conscients, on a envie de dire, de pouvoir représenter cette jeunesse-là au sein de l'hémicycle. Comment aujourd'hui, justement, ces genres de mécanismes peuvent faciliter le communiqué, le discours, la communication avec la jeunesse dans le cadre de la résolution des conflits? Alors, quelqu'un pouvait dire que prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Mais qui donne cette parole? On la prend où? Il faudrait que le jeune arrive dorénavant à sortir de cette position de défaitiste. Le jeune doit être celui-là qui doit continuer à croire. Continuer à croire veut dire décider de continuer à être un acteur de la vie politique, même au plus petit niveau. Monsieur Régis, aujourd'hui, on est souvent étonné de voir une jeunesse se mettre dans des positions qui n'arrangent, qui ne favorisent même pas ces atouts. Vous allez dire aux jeunes aujourd'hui que venez, prenez telle position, prenez tel poste, le jeune va se mettre dans une position de radicalisme. La jeunesse n'est pas là pour être dans une position radicale, dans une opposition radicale quelconque. Le jeune doit infiltrer le système. Tous les jeunes, autant que nous sommes, nous devons nous battre pour intégrer les ministères, pour intégrer les parlements, pour intégrer tous les milieux décisionnels possibles de nos États. C'est par là que le changement va commencer. Si vous estimez que nos prédécesseurs, nos aînés, ne font pas mieux, mais nous allons proposer mieux. Mais on propose où? Là où on prend des décisions. Mais comment pouvez-vous prendre des décisions si vous refusez d'y accéder? On accède par quoi? En étant un acteur. Donc aujourd'hui, les premières solutions, quand vous parlez de l'Union africaine, mais l'Union africaine, c'est un noyau qui rassemble tout le monde. Mais chacun a une origine diverse. Ce qui fait que c'est d'abord du plus petit niveau, dans nos différents États, que nous devons commencer à impacter. C'est cet impact-là qui va monter au niveau international pour faire une force de proposition. Mais au bas niveau, nous fuyons la décision. Nous fuyons la participation. À quel moment allons-nous prétendre influencer les décisions internationales, les décisions mondiales? Donc, pour moi, les solutions factuelles, c'est que le jeune, il doit accepter de gré ou de force, malgré les injustices, malgré les déséquilibres qu'on peut observer dans la société, le jeune doit toujours être conscient, doit toujours avoir la foi de participer au jeu politique de son pays. Il doit se faire enrôler, il doit accepter d'intégrer le système, il doit surtout accepter de collaborer avec le pouvoir en place, les pouvoirs en place de ces États. Et c'est là un peu le gros problème là, au niveau, Edwin, nos désaccords se trouvent en général à ce niveau-là. Mais restons vraiment dans la collaboration et dans le sujet qui nous interpelle aujourd'hui, c'est la résolution des conflits liés aux élections dans plusieurs pays, malheureusement, sur le continent. La collaboration, est-ce que aussi quelque part, parce qu'on parle des aînés, est-ce que ces aînés aussi ont cette volonté de collaborer avec cette jeunesse-là? Il y a Churchill qui disait « Le politicien, c'est celui qui pense à ses intérêts. L'homme politique, c'est celui qui pense à l'avenir. » Qui est l'avenir? C'est la jeunesse. Qui représente la jeunesse dans les institutions? Ce sont des vieilles personnes, ce ne sont pas des jeunes. Donc le jeune âgées. Donc le jeune ne peut pas se représenter avec une personne qui ne comprend pas ces réalités, qui ne comprend plus les sensations d'être un jeune.
c'est assez difficile. Non, au-delà même de comprendre les sensations, c'est la peur, l'inquiétude, parce que quand vous vous retrouvez dans un pays instable, évidemment que là, Baker, le jeune a son mot à dire. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Vous avez vu un peu l'exemple changeant un petit peu de combat, vous avez vu un peu le combat lié au climat avec Greta Thunberg aujourd'hui qui a eu effectivement à l'ONU à parler, à dénoncer certaines choses. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là aussi en ce qui concerne la résolution de conflits? Le procédé de l'Union africaine, justement, c'était de ramener des propositions faites par des jeunes et essayer évidemment de les étudier et de voir comment on peut réussir à sortir en tout cas un pays d'un conflit lié aux élections, enfin une présidentielle par exemple. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là? Tout à l'heure je posais la question à Edwin, savoir si l'initiative elle est bonne ou bien il faut aller un peu plus devant, c'est-à-dire à chaque fois par exemple qu'il y a des rencontres de l'ONU ou des événements comme ça, de ramener des jeunes qui viennent effectivement exprimer leur peur liée au conflit et de proposer des solutions au lieu de dénoncer simplement. D'accord, merci beaucoup Régis, mais avant de répondre à votre question, j'aimerais un peu rebondir d'accord, l'argumentaire de Daryl. Un simple élément évoqué par Daryl. J'aimerais juste que nous essayions d'être un tout petit peu prudents, parce que dire que nos institutions sont dirigées par des personnes un peu plus âgées, ça c'est quand même... je ne pense pas qu'une personne d'entre nous sur ce plateau a déjà eu à mener cette étude. Non, je ne pense pas que lui, il n'affirme pas. C'est une observation. Voilà, c'est une observation. Après, je vais pas être l'avocat de notre ami Daryl, il se défend très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, la compréhension que j'ai eue de l'analyse de Daryl, c'est qu'effectivement, dans certaines institutions, on a malheureusement cette problématique intergénérationnelle où effectivement, une personne âgée n'a pas la même compréhension de la problématique d'un jeune de 17 ans qui aspire à autre chose. Donc c'est la confusion peut-être à ce niveau-là, je pense. Il est réel, oui, tout à fait. Le conflit il est réel. Hein. Il est réel parce que même entre nous jeunes, un jeune, il a quelque part, souvent il a du mal à accepter qu'un autre doit le remplacer. Exactement. Pour pouvoir aller à autre chose. Alors, maintenant, pour ce qui est toujours de la résolution de conflits, effectivement, aujourd'hui, il faudrait que le jeune manifeste un peu plus d'intérêt sur des questions scientifiques. Voyez-vous, monsieur Régis... Est-ce que ce n'est pas l'inverse aussi? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que ces organismes-là s'intéressent beaucoup plus à la jeunesse? Non, il faut commencer par là. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, on est tous jeunes, nous nous côtoyons. Vous allez remarquer que vous allez même sur... Moi, je suis quand même un acteur des réseaux sociaux. Ouais. J'ai des plateformes que je gère. Vous allez faire un simple test, même au sortir de cette émission, vous allez tester. Vous prenez un article sur la conscientisation de la jeunesse sur une thématique quelconque. Et à côté, vous mettez un autre article sur le dénigrement, ce n'est pas le cas, de mon frère Edwin ici. Ouais. Je vous assure, vous allez voir que l'article sur la conscientisation, sinon l'édification de la jeunesse, aura certainement 2 likes seulement. Aucun intérêt. On ne va même pas les consulter. En fait, la jeunesse s'intéresse beaucoup plus à la vie privée de... Aujourd'hui, ces organismes-là peuvent très bien s'intéresser à la jeunesse. Mais elles s'intéressent par quoi? En mettant en place des plateformes, en mettant du contenu sur des sensibilisations et autres. Mais est-ce qu'il y a une jeunesse qui aura du temps pour aller consulter ces contenus? Évidemment, on va s'arrêter sur cette thématique-là. On va donner la possibilité à nos amis à la maison, évidemment, de réfléchir là-dessus. En tout cas, ça a été une très belle émission, les amis. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau notre ami, évidemment, Chris Baker. Baker, peut-être, je sais pas, un mot, des salutations, des personnes à saluer à travers l'Afrique. Effectivement, on a toujours... des personnes à saluer, notamment la famille, particulièrement maman Annie, ma mère, et mes frères, mes sœurs, et toute l'Afrique en général. Je n'oublie pas M. Samuel Faye du côté d'Académie à Dakar. Bon, d'accord. On salue évidemment toute la famille. Edwin? Oui, on salue tout le monde du côté de Mangungu, quelque part au Gabon. D'accord. Et notre ami Daryl? Je salue mon père, Zima Ebéa. D'accord.
et la famille et mes frères. D'accord. Bon, on salue toute la famille, évidemment. Évidemment. Les amis, merci d'avoir participé à cette émission. Chris Baker, étudiant en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir participé à Génération News. Edwin, étudiant en droit. Merci d'avoir participé à Génération News et notre ami Daryl. Et vous êtes, ingénieur en cybersécurité et analyste data. Merci évidemment d'avoir participé à l'émission Génération News. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.